Alors moi je suis Florence Virendeel, je suis chargée d'études et de communication politique au sein des femmes prévoyantes socialistes. Donc les femmes prévoyantes socialistes, c'est un mouvement d'éducation permanente, féministe, laïque, mutualiste et progressiste. Et donc on est intégré au réseau associatif de Solidaris, donc de la mutualité. Et on est reconnu dans l'axe 1, l'axe 3 et l'axe 4 de l'éducation permanente. Donc on réalise des analyses, des études, des campagnes de sensibilisation et d'information, on organise des événements comme des conférences et on est amené aussi à intervenir dans la sphère publique. Par exemple, on répond à des interviews ou à des demandes d'intervention dans des événements aussi sur certaines thématiques. Et alors on a 3 objectifs, c'est l'information, la sensibilisation et la mobilisation. Et donc on a 9 régionales aussi qui travaillent sur le terrain et qui mènent des animations directement avec nos publics. Donc des publics adultes, généralement des femmes, et on vise plutôt un public précarisé. Et donc on travaille autour de 4 thématiques centrales qui sont la santé, les familles laïques et égalitaires, les déconstructions des rôles sociaux et la participation à l'espace public. Et donc moi, en tant que chargée d'études, forcément je travaille sur l'axe 1 qui est du coup de rédiger des analyses et des études sur certaines thématiques. Donc par exemple, moi je travaille sur la thématique des violences faites aux femmes, mais je peux aussi travailler sur la thématique de l'écosocialisme par exemple, ou tout ce qui touche à la sphère politique, parce que du coup je suis aussi chargée de communication politique. Je suis aussi amenée à travailler sur la campagne de sensibilisation ou alors à mener des projets comme des conférences, comme je l'ai dit avant. Et donc le volet chargé de communication politique, c'est plutôt un travail, on va dire, de lobbying politique, entre guillemets. Et donc on est dans un travail où on va essayer d'établir des liens notamment avec les parlementaires ou alors avec les cabinets ministériels. Et donc, on va rédiger des communiqués de presse, des dossiers de presse qu'on va notamment leur envoyer. Et alors, on va aussi organiser des rencontres parce que l'objectif, c'est de porter nos revendications auprès du monde politique. Du Covid-19, il y a eu de nombreux impacts sur les femmes victimes de violences. Donc il faut savoir que de manière générale, ça a vraiment accentué la vulnérabilité des femmes qui étaient victimes ou qui le sont devenues aussi en raison des circonstances. C'est surtout le confinement qui a été qui a eu beaucoup de conséquences parce que au final, les femmes se sont retrouvées extrêmement isolées. Alors elles sont déjà dans des situations d'isolement lorsqu'elles sont victimes de violences, mais elles l'ont été d'autant plus durant le confinement. Ce qui s'est passé aussi, évidemment, c'est qu'elles se sont retrouvées confinées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, souvent avec leur agresseur. Et donc, elles n'avaient plus vraiment de possibilité de moments de répit. Donc, des moments de répit, c'est vraiment des moments où ces femmes essayent justement de prendre de la distance, d'avoir une bulle de respiration, où par exemple, elles vont faire les courses. Eh bien là, durant le confinement, elles n'avaient plus cette possibilité-là. Et puis, un autre aspect, c'est qu'il y avait notamment, pour les femmes qui ont des enfants, les enfants étaient tout le temps là, au domicile. Et donc ça ajoute évidemment un contexte de tension exacerbé qui fait que on a vu que ça a mis beaucoup de femmes en danger. D'autant plus que aussi on avait un accès qui était quand même réduit aux services d'aide et d'accompagnement, donc elles avaient aussi du mal à aller rechercher les supports qu'elles ont en temps normal entre guillemets, et au final on a vu à la fois une multiplication des violences, mais pas seulement une multiplication des violences, aussi une aggravation des violences. C'est-à-dire que les faits de violence qui revenaient aux premières lignes étaient parfois plus graves que ceux qu'on avait constatés avant le confinement. Il y a eu quelques chiffres qui sont sortis parce que, par exemple, on a une ligne d'écoute spécialisée pour les victimes de violences conjugales, du coup, qui a constaté que, je vais parler ici du premier confinement, mais durant le premier confinement, il y a eu 3 fois plus d'appels à cette ligne d'écoute. Donc là, on constate directement que, oui, il y a eu une augmentation claire. Après, c'est intéressant de parler de chiffres, parce que justement, en Belgique, on manque de données statistiques par rapport aux violences, et donc on a du mal aussi à chiffrer l'ampleur du phénomène. On sait que ça existe, mais on n'a pas de suivi régulier, en fait.
Et c'est un peu pareil avec les féminicides, par exemple. On ne sait pas vraiment décompter de manière officielle le nombre de féminicides, et ça se fait du coup à travers... Il y a une assoce qui s'occupe de ça, en fait, et qui se base sur des articles de presse. Mais en fait, voilà, forcément, il y a des victimes dont on n'est pas au courant. Et donc, c'est très compliqué d'avoir une vision claire de l'ampleur du phénomène. Et c'est clair que quand on n'a pas une vision globale, c'est difficile aussi de mettre en place les mesures adaptées par rapport à la problématique. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le gros problème en fait des mesures Covid, on va les appeler comme ça, c'est que les autorités n'ont pas du tout anticipé les conséquences que ça allait avoir sur les femmes victimes de violences. Donc au départ, elles ont été totalement démunies, elles se sont retrouvées face aux mesures comme nous, un peu en se disant « mais oh là là, ça va être la catastrophe ». Et oui, ça a été la catastrophe, et du coup, c'est vraiment les services spécialisés, les services de terrain qui ont tiré la sonnette d'alarme en disant « mais attendez, là on a toute une population qui va pas bien, qui est en danger vraiment, parce que parfois c'est une question de vie ou de mort, donc c'est grave en fait. » Et ces services d'aide de terrain ont décidé, souvent, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont interpellé leurs autorités locales, parce que forcément, c'est plus facile. On a plus facilement accès à ce type de réseau. Et c'est aussi des services qui se sont un peu associés en localité. Ils se connaissent quand même, ils travaillent souvent ensemble. Donc, ils se sont dit, on va collaborer, on va essayer de mettre, nous, en place des solutions. Donc, c'est vraiment venu des travailleuses et des travailleurs et non pas des autorités. Ça s'est fait dans l'autre sens. Et il y a un exemple qui est assez intéressant, c'est par exemple à Namur, on a un service qui s'appelle le service Ça vaut pas le coup. C'est un service qui est lié à l'un de nos centres de planning parce que aux femmes prévoyantes socialistes, je ne l'ai pas dit au début, mais on a une fédération de centres de planning familial et donc Ça vaut pas le coup, c'est un service spécialisé au niveau des violences, de la prise en charge des victimes de violences conjugales et intrafamiliales, qui a décidé de mener une initiative en se disant on va contacter l'ensemble des bourgmestres de la province de Namur, donc c'est 38 communes, et on va leur dire, voilà, écoutez, là, si c'est une urgence, c'est grave, on a besoin de places d'urgence pour les femmes victimes de violences et leurs enfants. Et au final, la ville de Namur a dégagé 25 lits d'urgence. Bon voilà, c'est 25 lits, c'est déjà ça, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont utilisé les hôtels par exemple. Les hôtels qui n'étaient pas du coup utilisés durant le Covid, parce qu'en fait on ne pouvait pas voyager, on ne pouvait pas sortir de chez nous. Donc en fait il y avait plein d'endroits vides, entre guillemets, qui ont permis, si la commune l'acceptait, d'accueillir des femmes qui étaient en danger et qui avaient besoin de quitter leur domicile, quoi. Mais donc ça s'est vraiment d'abord mis en place au niveau local et les pistes de solutions plus macro, on va dire, donc au niveau régional, au niveau communautaire et au niveau fédéral, elles ont mis des mois à se réfléchir, à se mettre en place, alors qu'on était sur des situations d'urgence là dans les jours qui arrivent. Donc ça a été très compliqué, mais ça s'est mis en place. Donc je dirais que c'est vraiment durant le premier confinement où là, oui, en fait, mince, il faut faire quelque chose, mais le temps que ça s'active en Belgique, ça prend aussi du temps. Il y a eu des plans qui se sont mis en place, donc je sais qu'au niveau... Au niveau régional, il y a eu un renforcement des services de première ligne, donc on leur a donné un peu plus de budget, on leur a permis aussi d'engager du personnel. Il y a eu un renforcement des lignes d'écoute aussi. Donc voilà, donc il y a quand même des budgets qui ont été débloqués et des mesures spécifiques qui ont été prises, mais ça a mis du temps, quoi. Ça ne s'est pas mis en place directement. Voilà, on n'a pas dit voilà c'est confinement, mais on prévoit ça. Parce que c'est clair que quand on donne l'injonction, tu ne peux pas sortir de chez toi, mais qu'est-ce que tu fais, hein? Tu es prise dans une espèce de contradiction en te disant je dois protéger ma famille, je dois peut-être potentiellement protéger mes enfants, je dois faire attention de ne pas attraper le Covid, et en même temps, si ça tombe, je suis dans une situation où... voilà, du jour au lendemain, je pourrais ne plus être là parce qu'en fait, je suis avec un partenaire violent. Et... Donc ouais, ça a été très compliqué. Au niveau des recommandations qu'on pourrait faire au pouvoir public et aux autorités, la numéro 1, ça c'est l'objectif, vraiment, toutes les assos le diront, mais c'est d'appliquer la Convention d'Istanbul. Donc la Convention d'Istanbul, c'est le premier traité contraignant au niveau européen qui vise à la fois la prévention, contre les violences faites aux femmes, la
protection des victimes, la poursuite des auteurs et alors la mise en place de politiques intégrées. C'est vraiment un super traité. Voilà, nous, quand on a découvert le traité, on s'est dit c'est parfait, c'est ça en fait, tout est là, tous les volets sont là, tous les axes sont présents. Et donc c'est un traité qui doit être ratifié et qui a été ratifié par la Belgique en 2016. Et donc c'est un traité obligatoire. Donc la Belgique est censée suivre ce traité plus ou moins à la lettre et mettre en place tous les articles. Et c'est un traité qui a été évalué notamment en 2019-2020. Ça a été aussi évalué par la société civile. Et malheureusement, à l'époque, en 2019-2020, on constatait qu'il y avait quasi 80% des articles de la Convention qui étaient soit mal appliqués, soit peu appliqués, soit pas du tout appliqués. Donc 80%, c'est énorme. Et donc ça montre à quel point il y a encore beaucoup de travail à faire pour assurer une meilleure prise en charge des victimes, notamment, parce qu'il n'y a pas que ça dans le plan. Et donc voilà, donc, comme je le disais, on poursuit la bonne voie, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je dirais que voilà, je pourrais citer quelques mesures qui nécessiteraient encore d'être appliquées, mais ce qu'on revendique beaucoup, c'est d'adopter une approche genrée dans toutes les politiques du pays. Donc c'est ce qu'on appelle le gender mainstreaming. Donc c'est vraiment réfléchir en termes de genre toutes les politiques qui sont mises en place. D'autant plus évidemment quand ça concerne les violences faites aux femmes, mais pas que. C'est-à-dire de penser cette approche genrée dans toutes les politiques. Ce qui serait important de faire aussi, c'est d'avoir une attention particulière par rapport à des groupes plus vulnérables de femmes. Donc on pensera par exemple aux femmes migrantes qui vivent aussi des situations de violence spécifiques, aux femmes porteuses de handicap. Là aussi, c'est des situations plus spécifiques. J'en ai déjà parlé, mais il y a la récolte de données statistiques, ça on le demande aussi depuis très très longtemps. Il y a aussi tout un volet de formation obligatoire des professionnels de première ligne, parce que ce qu'on constate, c'est que dans l'accueil des victimes, parfois il y a encore des manquements, et notamment les forces de l'ordre, la justice. Il y a un gros travail à faire par rapport à ça, parce qu'il y a encore des stéréotypes qui continuent à être véhiculés, il y a encore des professionnels qui ne savent pas en fait comment gérer une situation comme celle-là, ou qui ne comprennent pas les mécanismes sous-jacents aussi à la violence conjugale, parce que c'est spécifique en fait. C'est pas n'importe quel type de violence. Il faut comprendre que c'est des violences qui s'inscrivent dans un système patriarcal, et donc il faut remettre ça aussi dans son contexte. C'est pas des situations individuelles de conflits de couple, non, pas du tout. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc ça demande une prise en charge spécifique. Mais le problème, c'est que les professionnels sont généralement pas formés. Donc nous, on demande évidemment une formation obligatoire pour tous ces professionnels de première ligne, notamment aussi dans le domaine de la santé. Et puis évidemment, il y a aussi tout un volet de déconstruction des stéréotypes. Parce qu'en fait, on constate que beaucoup de choses partent de là, des stéréotypes qui sont véhiculés depuis la naissance. Et donc, c'est clair qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Et donc, nous, on revendique aussi la mise en place de l'EVRAS en milieu scolaire, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, qui devrait être mise en place de manière effective depuis 2012, je pense, mais c'est toujours pas le cas. Donc voilà, ça aussi, on est très à cheval là-dessus et on lutte aussi pour que ça soit le cas et que ça soit mis en place. Et peut-être un dernier élément que j'ai pas cité ici, mais que j'ai pointé auparavant, c'est évidemment le manque clair et net de place dans les hébergements d'urgence. Il n'y a pas assez de place et donc ça oblige les femmes à rester chez elles dans des situations terribles ou à se retrouver à la rue ou à se retrouver dans des services qui ne sont pas adaptés. Donc voilà, ça aussi c'est hyper important, c'est développer des hébergements safe et vraiment spécifiques pour les femmes victimes de violences et leurs enfants. Parce que quand elles partent, souvent c'est aussi avec leurs enfants. Et les enfants aussi sont témoins de ces violences-là, donc il y a aussi un travail à faire par rapport à ça. Quand on parle de violences faites aux femmes dans le contexte
de la pandémie, il n'y a pas que les violences conjugales et intrafamiliales, il y a toutes les violences qu'il y a aussi sur le côté qui peuvent être toutes aussi destructrices et qui peuvent avoir des conséquences aussi sur la santé assez désastreuses. Et donc oui, il y a eu ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une augmentation des violences en ligne. Déjà, donc du cyberharcèlement, parce que en fait, on s'est tous et toutes retrouvés confinés, et donc on était très souvent sur nos téléphones, très souvent sur nos ordinateurs, et c'est normal parce qu'en fait, c'était la dernière manière de communiquer en fait entre nous, vu qu'on pouvait plus se voir. Mais du coup, il y a eu énormément de contenus qui ont été partagés. Il y avait un sentiment, je pense aussi, d'ennui, de qu'est-ce que je vais faire. Malheureusement, il y a certaines personnes qui ont passé leur temps justement à faire des commentaires. Et donc, il y a eu une augmentation effectivement des violences en ligne, ça c'est sûr. Et au niveau du harcèlement sexiste en rue, ce qui s'est passé, et ça aussi c'est assez révélateur, c'est que vu qu'on ne pouvait pas vraiment sortir de chez nous, ou quand on pouvait sortir de chez nous, c'était pour aller se promener 1 heure dans notre quartier. Mais en fait, les femmes ont expliqué qu'elles se retrouvaient parfois dans la rue, toutes seules, ou disons pas toutes seules, mais justement dans des espaces soit ultra bondés, et donc il y avait énormément de monde au même endroit en même temps, ce qui est en fait propice au harcèlement sexiste, parce qu'en fait, il y a plein de gens. Et du coup, ce qui fait qu'elles ont adopté aussi des comportements on appelle ça des comportements d'adaptation, où elles se disaient, en fait, je ne vais pas sortir à cette heure-là parce que je sais qu'à cette heure-là, ça n'ira pas. Et donc, elles sortaient à 22h ou très tôt le matin. Et en fait, elles n'étaient pas libres non plus de ce qu'elles faisaient parce qu'elles étaient contraintes par la situation propice de violence à l'extérieur. Donc, effectivement, sur tous les plans, à tous les niveaux, on constate que oui, les mesures Covid ont vraiment eu un impact négatif sur les femmes et de manière générale, parce que on sait que de toute façon, il y a près de 98% des femmes qui ont déjà vécu une forme de violence. Donc oui, en fait, toutes les femmes ont quelque part subi des impacts négatifs en raison des mesures Covid, ça c'est sûr.